pas vous noyer de statistiques ce soir pour introduire ce débat, juste deux. La première d'abord, elle a été publiée par le magazine hebdomadaire britannique The Economist. Elle dit qu'un Français met 8 à 9 ans pour se relever après un échec professionnel, quand un Allemand en met 6 et un Norvégien se relève en tout cas en moins d'1 an. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Malamine Koné, qu'est-ce qui a déclenché chez vous finalement le goût du travail, qui vous a redonné le goût du travail après donc, ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, c'est cet accident. Qu'est-ce qui le déclenche? Avant de vous parler du déclenchement, je voudrais vous parler de mes 4 amis. Mon premier ami, c'était la fatalité. Quand j'ai l'accident, et comme dit, il faut l'amputer, alors la fatalité s'approche de moi, il s'installe. Il était comme chez lui. Laisse tomber, c'est foutu. Fais-toi enlever la jambe. T'inquiète pas, tu toucheras peut-être une pension. Tu auras des aides, t'inquiète pas. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez comment la passion qui a failli vous coûter la vie a pu être celle qui a déclenché une nouvelle vie. Le premier qui est venu me voir sur mon lit d'hôpital, c'est mon avocat. J'en ai parlé tout à l'heure. Il m'a dit on fait un procès à l'organisateur de la Formule 1 parce que tu as mal été secouru. Et j'ai dit non, parce que je veux me reconvertir dans ce milieu, c'est ma seule passion. C'est ma vie, je sais faire que ça. Je ne veux pas me griller. À un moment donné, donc, vous avez organisé pendant 10 ans des événements de cartes, et puis, à nouveau, vous êtes retrouvé dans une difficulté, c'est-à-dire vous avez perdu les sponsors, en fait. En l'espace d'un an, j'ai perdu mes 2 principaux partenaires qui avaient été une aide pour devenir pilote de Formule 1, mais aussi dans ma reconversion pendant 10 ans, en événementiel, et je me suis retrouvé donc, à la rue, avec des huissiers chez moi, plus pouvoir payer mes factures. Donc DESS de droit social, Oui. Vous rentrez au service RH d'Unilever. Ça ne vous plaît pas trop, donc vous allez au marketing. Est-ce que déjà à cette époque, pour essayer de comprendre un peu ce qui vous est arrivé plus tard, vous vous sentez, j'allais dire, enfermé dans ces différentes fonctions? Je travaille au marketing, ça me passionne, mais j'ai une chef qui est complètement allumée. Non, vraiment, elle est folle, elle est complètement allumée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de bonne réponse avec elle. Et quand on lui pose une question, quand je lui dis « mais et ça, tu en penses quoi ?» Elle me dit « ah non, mais moi, les réponses, je les connais, mais c'est à toi de les trouver, hein. » Et là, je l'écoute et je me dis, on n'a pas le cul sorti des ronces. J'ai tellement travaillé comme une folle que j'ai fait un burn-out. Donc le burn-out, c'est quoi? C'est un syndrome d'épuisement professionnel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu deviens un professionnel de l'épuisement. Et là, j'ai appris à découvrir un autre qui était plus discret, qui était plus timide, mais qui venait me parler un peu à l'oreille en disant ne les écoute pas ceux-là, ils ne veulent pas ton bien. Mais vous êtes qui, vous? Il me dit, moi, je suis la curiosité. Je suis un ancien sportif. J'ai un carnet d'adresses. Tout ça, c'est curiosité qui m'a fait prendre conscience. J'ai un carnet d'adresses. Je connais tous les sportifs français. Football, boxe, athlétisme, tout le monde, parce que à l'INSEP, quand on a la chance d'intégrer l'INSEP, on a côtoyé un peu tout le monde. Je connais aussi des rappeurs qui sont issus des banlieues. Donc en fait, tout ça, ça m'entourait et je n'osais pas. J'ai dit, mais ok, je vais lancer quelque chose. Je vais essayer de créer une marque de vêtements. Et en fait, il m'arrête 1 mois. Et moi, pendant 1 mois, plutôt que de m'arrêter de bosser comme j'aurais dû le faire, je continue. Allez, vas-y, je fais tout sur mon mail perso, je me fais tout envoyer. Donc je continue à bosser et moi j'ai une bonne copine à ce moment-là qui vient se joindre à moi. La culpabilité, tu vois, elle est là, elle est penchée sur mon épaule et elle dit « si tu t'arrêtes de bosser, attention, ton équipe va se planter, tu ne pourras plus nourrir tes enfants, ils vont finir délinquants et ce sera ta faute. » J'avais pas conscience que l'angle que j'avais sur la vie, le regard que j'avais, la sensibilité que j'avais, en fait, je pouvais en faire quelque chose. Je suis partie des reproches qu'on pouvait éventuellement m'adresser, bien qu'il y en ait très très peu, hein, parce que je suis quand même quelqu'un d'adorable. Et voilà, je suis partie de ça en me disant, peut-être que de ces failles, ou en tout cas de ce qui m'empêche de réussir dans le truc précédent, peut-être que je peux m'appuyer là-dessus, puisque visiblement je suis douée pour ça, pour en faire quelque chose. Et donc, caractériel, hypersensible, mauvais esprit au bureau, second degré à mort, je me dis, humoriste, c'est pas con. Donc c'est plus de la curiosité, plus que du culot ou de l'inconscience, que d'aller affronter Nike et Adidas à l'époque. Non, c'est la curiosité, mon ami curiosité, m'a montré qu'il y avait plusieurs voies possibles qu'on pouvait prendre dans la vie et que la fatalité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Que quel que soit l'état physique dans lequel on se trouve, l'état psychique dans lequel on se trouve, qu'il y a toujours une porte ouverte
vers ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce que vous allez certainement me parler de l'élément déclencheur et je vous répondrai maintenant ou après que c'est l'envie. Tout dépend de l'envie. Quand on a envie de faire quelque chose, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on se bat. L'envie, la volonté. Pour moi, c'est deux choses qui sont liées. Le point commun entre nos trois témoins, Elsa, c'est que finalement, ils se sont tous interrogés à un moment donné pour savoir ce qui faisait sens finalement dans leur vie, non? Oui, finalement, le premier pas, je disais, c'était la connaissance de soi. Parvenir à lever la tête du guidon de notre quotidien et se poser simplement la question de savoir si ce que l'on fait jour après jour a encore du sens. J'aime beaucoup cette réflexion autour du sens parce qu'elle renvoie à deux occurrences, aussi bien la signification que la direction. Dans quel sens vais-je orienter mon existence? Dans quelle direction est-ce que je vais aller? J'aimerais bien, sur cette notion de déclenchement, finalement, m'arrêter sur 2 points. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Premièrement, une fois qu'on a appris un peu mieux à se connaître et à déterminer ce qui pourrait être susceptible de faire sens pour soi, il faut se fixer des objectifs très concrets pour les atteindre, pour y parvenir, même s'ils ont l'air complètement irrationnels ou complètement fous. Et c'est là où il faut avoir de l'audace, ou voire de la passion, ou de l'envie, ou du désir. Il y a combien de vocations à côté desquelles on passe parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne prend pas le temps de se poser la question de savoir si ce que l'on fait, si le fait de se lever tous les matins a encore du sens pour nous. Quand on est face à des jeunes dirigeants, on est face à des gens qui savent pourquoi ils se battent, qui savent pourquoi ils se lèvent le matin. Et là, ça fait sens. On était en 2001, c'était la cohabitation, je crois. Enfin. Et on me dit, c'est quelqu'un qui a travaillé pas loin d'ici d'ailleurs, qui s'appelle Ségolène Royal. Et j'ai demandé un rendez-vous avec elle. Elle me l'a refusé, elle m'a dit, mais pourquoi vous voulez vivre à domicile? Ça coûte trop cher, il faut aller dans un foyer. J'avais moins de 40 ans, j'ai refusé. Et vous êtes allé où? Et le 1er janvier 2002, j'ai entendu bicentenaire de la Légion d'honneur. J'ai dit, mais ma Légion d'honneur ne me sert à rien, je ne peux même pas manger, je ne peux pas faire ma toilette, je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas vivre. Donc je rends ma Légion d'honneur à l'État. C'est le premier en 2 siècles à rendre ma Légion d'honneur. Il y a 3-4 personnes qui l'ont fait depuis. Vous annoncez ça dans le 20h? Au 20h de TF1. Jacques Chirac n'a pas été interpellé que par moi, mais par des grèves de la faim. Ségolène Royal, quand on était en pleine campagne présidentielle à ce moment-là jusqu'au 21 avril 2002. Bon, et le 14 juillet, quand BBDA lui a demandé quels sont vos chantiers prioritaires, il a répondu, j'en ai 3. Meilleure prise en charge du handicap en France. Bon, il a une fille, Laurence, qui est handicapée, donc il était concerné aussi lui. Et là, il m'a dit, est-ce que tu veux bien, puisque tu as reproché des choses à notre ministre, t'occuper? Voilà, moi je voudrais un guichet unique, une maison départementale des personnes handicapées, tu veux bien t'en occuper? Et bon, il m'a nommé au ministère de la Santé pendant 5 ans. On a fait voter une loi de 120 décrets, la loi du 11 février 2005, qui fête ses 10 ans bientôt. Et une fois que cette loi a été votée, après c'est trop administratif, j'étais contractuel dans le ministère de la Santé, ça ne me plaisait pas trop, et j'ai voulu revenir à ma passion, la passion elle est toujours là. Et je me suis dit, bon, l'autre chantier prioritaire qui reste d'actualité avec Nicolas Sarkozy, la sécurité routière. Ouais. C'est l'automobile, c'est la sécurité routière. Je veux travailler je veux changer de ministère. Il fallait trouver un moyen pour essayer de réaliser mon projet. La banque, ce n'était pas possible d'obtenir une subvention. Aujourd'hui, c'est vrai que les chambres de commerce nous proposent plein de formules qui n'existaient pas il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a pas mal d'aides qui sont proposées aujourd'hui aux jeunes porteurs de projets. Et il fallait trouver une idée. Et l'idée que j'ai trouvée, c'est, au lieu d'aller taper à la porte d'une banque, c'était tout simplement aller à la source. La source, c'était les fabricants. Donc j'ai pris les pages jaunes, j'ai cherché tous les fabricants de la région parisienne, tout ce que je pouvais en tout cas. Je les ai appelés, je vendais mon projet. Voilà, bonjour, je m'appelle Malamine Koné, j'ai un projet, et j'ai une idée, j'ai envie de créer ma propre marque de vêtements de sport, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y en a qui m'ont raccroché au nez, qui voulaient passer vite faire autre chose parce que quand on les appelait, ils décrochaient en espérant entendre des commandes. Et quand ils entendaient un jeune parler et en disant « je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, aidez-moi », ils raccrochaient. Moi, je vais vous parler de quelque chose tout à l'heure, des 3 mots, je vais peut-être vous devancer, mais les 3 mots auxquels je crois, c'est travail, talent, chance, le TTC, qu'il faut retenir. Et en même temps, je tombe un jour, à force d'appeler, sur quelqu'un, un jeune aussi qui venait de créer sa société de fabrication et qui me dit « passe et viens me parler de ton projet ». Celui-là, il est toujours dans le 9-3, dans le 93. Je vais le voir et je lui parle de mon projet. Il me dit « comment tu vas me payer si jamais je te fabrique tes sweatshirts ?» J'ai dit « vous inquiétez pas,
vous m'en fabriquez juste 5. Avec ces 5 sweatshirts, je vais moi-même aller démarcher les magasins. Et si j'ai des commandes, c'est vous qui percevrez l'argent. Et les magasins, parce que bon, je n'étais pas en société, bah oui, je n'étais pas en société et j'avais que la volonté avec moi et l'envie de m'en sortir, l'envie de faire autre chose que de m'apitoyer sur mon sort. Première fois que vous êtes monté sur scène, ou en tout cas dans les premières fois, est-ce que vous avez eu l'impression à ce moment-là de passer d'une vie à l'autre? Alors oui et non. Non, je pense que, enfin, ce qui a été compliqué, enfin, si on peut parler des obstacles, c'est-à-dire que moi, je m'inscris dans une école pour apprendre à écrire un spectacle parce que bon, je sais écrire des trucs, mais d'abord c'est pas drôle. En plus, voilà, je sais pas écrire un spectacle, enfin c'est pas mon métier. En plus, on dit il faut 10 ans pour faire un humoriste et tout. Et moi, je me pointe dans une école qui s'appelle l'école du One Man Show, et il y a que des gens qui ont entre 16 et 20 piges. Et moi, j'en ai 35 à cette époque-là, donc je suis très vieille pour eux. En plus, je suis enceinte, mais jusqu'aux dents, donc je suis énorme. Et voilà. Et puis, j'ai un collier, des bagouzes et tout ça. Donc, dans les yeux de tout le monde, je vois que je suis la grosse bourgeoise qui vient pour se faire plaisir. C'est très agréable, cette sensation. Hein. Voilà. Et vraiment, hein, et c'était dur parce que, évidemment, déjà, avant, j'avais du mal à trouver ma place. Mais alors là aussi. Donc, mon premier critère de la réussite, c'est aujourd'hui, 3 ans après, d'être encore là pour en parler. C'est-à-dire que c'est un métier qui est vraiment dur, comme beaucoup de métiers évidemment. C'est un métier, moi je trouve, d'artisan dans son échoppe. Hein. On est exactement comme un commerçant. C'est-à-dire que si les gens viennent pas prendre ce qu'on a fabriqué, on est mal, très mal. Et en plus, on le voit soi-même, puisque le spectacle est programmé à un endroit. Si les gens viennent pas, les gens viennent pas. Voilà. Et on annule, et c'est horrible, et on a envie de se flinguer. La boucle est presque bouclée, parce que vous allez dans les entreprises maintenant pour faire rire dans les entreprises. Oui, alors ça c'est mon autre. Mais ça, ouais, mais c'est vrai, mais c'est intéressant en même temps. Oui. Non, bah, en fait, c'est une activité que j'ai développée en parallèle aussi, parce que voilà, ça m'amusait en vrai. Et de fait, ça fonctionne. C'est que je vais effectivement dans les entreprises. Alors, soit je fais mon spectacle dans des représentations privées, soit j'assiste à des journées de conventions, de formations, des trucs comme ça, des lancements de produits, tout ça. Et en fait, je prends des notes toute la journée. Et à la fin de la journée, je fais un débrief entre 20 et 30 minutes de ce qui s'est passé. Je ne vous cache pas que je m'amuse pas mal. Hein, plus que quand vous étiez dans votre entreprise. Ah bah beaucoup plus. Non mais c'est rigoureusement ce qui se passait quand j'étais dans les entreprises précédentes, sauf que j'avais pas le droit de le dire parce qu'on me disait que je faisais du mauvais esprit, alors que maintenant on me paye pour ça en fait. La réussite n'est jamais solitaire. N'est jamais solitaire. 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 Oui. D'accord. Je pense que de toute façon tous les chefs d'entreprise qui sont là peuvent en témoigner. On réussit en équipe. C'est une équipe qui réussit. Et puis, ce que je peux dire sur ça, c'est qu'on n'est pas tous nés pour être dirigeants. C'est pas inné. C'est pas inné. C'est pas inné. Certains l'ont, certains sont leaders naturellement ou ont cette vocation. D'autres sont là pour être une force, pour renforcer cet esprit. Parce que, vous savez, quand on crée et que j'ai l'occasion de faire des conférences comme ça, chacun a envie. Et moi, je leur dis la vérité. C'est-à-dire que regardez autour de vous ou regardez vous-même. Peut-être que vous serez plus utile à la comptabilité, vous serez plus performant en communication, peut-être plus en marketing. Essayez de détecter entre vous la personne qui peut porter les projets, c'est-à-dire le leader, et ensuite d'être une force pour lui, parce qu'on ne réussit pas seul, on réussit en équipe. Philippe Streff, dans votre livre, dans un de vos livres, vous citez Louis Pasteur, qui disait « La chance ne sourit qu'aux esprits préparés ». Oui, il faut la provoquer, la chance n'existe pas pour moi, il faut vraiment provoquer la chance. Et elle est au bout de sa passion, on en parle souvent de la passion depuis le début de la soirée. Et se lever le matin en se disant, voilà, je veux réussir, je veux atteindre mon objectif et tout faire pour y arriver. Est-ce que finalement, tous nos 3 témoins, n'ont-ils pas eu le courage, j'allais dire, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé beaucoup aussi, d'être eux, d'être sincères pour réussir? La semaine dernière, j'étais à Caen pour... je participais à une conférence sur la paix au Mémorial. Et quand je suis arrivée à Caen, il y avait sur ce mémorial, sur ce grand bâtiment, il y avait une phrase, et je voudrais vous la livrer aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup résonné en moi. Cette phrase, ces mots sont inscrits de cette manière-là. La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé, et de ma souffrance est né un fleuve de liberté. Et c'est un petit peu cela, aujourd'hui, que je voudrais transmettre avec vous comme une synthèse, puisque finalement, toutes ces épreuves, la réalisation de soi, la connaissance de soi, nous donnent accès à quelque chose de fondamental,
qu'on doit préserver, qui s'appelle la liberté. Merci Elsa. J'ai l'honneur de clôturer cette soirée, bon, sachant que vos estomacs commencent à gargouiller. Je vais être bref et précis. Ce soir, je retiens de ce débat beaucoup d'envie, d'émotion, de passion et plein de sentiments. Malamine, vous avez oublié un ami ce soir. C'est la bienveillance. La bienveillance que vous avez eue entre vous, ça s'est vu, c'est une des valeurs du CJD. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos intervenants, Olivia Moore, Elsa Godard, Malamine Koné, Philippe Streff et notre animateur préféré, Stéphane Courgeon. Vraiment du fond du cœur, très très intéressant. Le dialogue avec les 4 personnes, là, c'est des vies qui sortent de l'ordinaire. Très intéressant. Ah bah, cette soirée, pour moi, elle est magnifique. J'avais de certaines attentes parce que je connais quand même le CJD, je connais ses valeurs, que je partage. Et puis, on a eu des témoignages très forts qui donnent de l'espoir à tout le monde, avec des gens en grande difficulté, qui nous disent on peut rebondir, quand on veut, on peut. Et ça, c'est conforme à la devise du CJD, c'est conforme à ce que je défends au Crédit Mutuel Océan. On doit se prendre en charge, on doit agir pour avancer. Vraiment, on a été accueillis par l'équipe du CJD de Vendée-Bocage de façon exceptionnelle, comme des rois et des reines. Et vraiment, je suis très très heureux de cette soirée. Bien. On a passé un excellent moment et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les intervenants avaient plaisir à être là, avaient plaisir à échanger entre eux et je crois que ça s'est vraiment vu. C'était vraiment très chouette. C'était la première fois que j'assistais à cette soirée et j'ai trouvé ça formidable. Des anecdotes extraordinaires sur les différentes vies professionnelles des différents intervenants. Et donc on est très heureux à la SDVI d'avoir participé à cette soirée en tant que sponsor et je pense qu'on reviendra dans 2 ans. Voilà. C'est une belle soirée avec des intervenants de qualité. Je pense que tout le monde a pu prendre des bonnes idées, trouver de l'inspiration. Je pense que tout le monde s'y retrouve. On n'est pas censé être là, monsieur. Très grande soirée, exceptionnelle. Une équipe formidable au niveau du CJD. Ils ont été parfaits. Très enrichissant, très très enrichissant. Et puis c'est ce que je disais à la fin du petit film qu'on a vu où pour moi la chose la plus importante c'était l'humain. Et bien là on est pile poil dedans, quoi. Donc non, c'était un grand merci au CJD, grand merci. Alors écoutez, comme je suis un membre du CJD Vendée-Bocage, mais que je suis déjà parti, je tiens à vous dire chapeau bas. C'est peut-être une des 2 meilleures soirées que j'ai jamais vécues au CJD. Foi de CJD et bravo, félicitations. Et longue vie au CJD Vendée-Bocage. Merci.